Merci beaucoup de nous retrouver. Je vous propose de vous asseoir à mes côtés. Donc, on a déjà commencé à parler d'éthique et on va continuer à le faire plus précisément dans ce moment d'échange donc, sur l'éthique avec deux Jean-Gabriel. C'est suffisamment rare pour être remarqué. Avec lesquels donc, nous allons parler aussi en adoptant un point de vue extérieur à l'éducation, ce qui est très intéressant. Je voudrais qu'on interroge ensemble, messieurs, la place de l'humain, parce que je crois que c'est ça la question qui a été un peu posée en filigrane et même un peu plus directement dans tout ce qu'on vient de dire. Alors, ce n'était pas la seule question. La place de l'humain, c'est-à-dire qui parle, à quelles règles on doit se conformer, pourquoi on agit comme on doit le faire. Est-ce que c'est la machine qui nous conforme ou est-ce que c'est nous qui conformons la machine à ce que l'on a envie de faire? Et tout ça, c'est vraiment des interactions auxquelles on est assez habitué. Donc votre présentation, elle est derrière nous, mais je la prononce quand même. Jean-Gabriel Ganassia, vous êtes professeur à la Sorbonne. Vous avez écrit des ouvrages sur l'intelligence artificielle et vous vous intéressez à ces sujets depuis fort longtemps et je crois que ça, on va y revenir. Jean-Gabriel Herbinet, vous êtes, merci de ramasser mon stylo, c'est très gentil, merci. Vous êtes non pas général mais colonel dans l'armée de terre. Général, c'est parce que c'est Divina Fromex qui vous a attribué ce grade. Je crois que c'est quand même assez important, les grades dans l'armée, pour que je me permette de préciser que vous êtes colonel, même si moi-même, je ne fais pas complètement la différence. Ce qui est intéressant, c'est que l'IA... Enfin, si j'ai une idée de la différence, mais ce que je ne suis pas très familière du monde de l'armée et du monde militaire. En revanche, ce que je sais, c'est que l'intelligence artificielle, c'est un sujet sur lequel on y travaille depuis longtemps, particulièrement les questions éthiques qui sont... En fait, c'est toujours bien de faire des petites blagues quand on est comme ça, parce que ça relance l'attention, évidemment, de l'Assemblée, mais en même temps... on risque de perdre un petit peu le fil. Donc l'intelligence artificielle, qui est un sujet important dans son caractère éthique, parce qu'évidemment, avec les questions militaires, on s'imagine bien que l'éthique prend un tour tout à fait décisif. Jean-Gabriel Ganassia, je commence avec vous. Alors, on a parlé d'innovation, que ce n'était pas forcément de l'intelligence, que c'était plus des systèmes de calcul très puissants. Alors, quand on a discuté avant, vous m'avez dit, mais c'est pas du tout nouveau, ça fait 45 ans que je travaille sur ces questions. Alors, est-ce qu'on est, comme on l'a dit, à un moment décisif et quand même un point de bascule ou non? On est dans une continuité? D'abord, vous dire que je suis extrêmement content et honoré d'être dans cette salle tout à fait extraordinaire. Et en même temps, mon désarroi. C'est-à-dire que vous ne vous rendez pas compte, je suis très angoissé là. Pourquoi je suis angoissé? Pas seulement parce que je suis intimidé, je suis existentiellement angoissé. Parce que ça fait 45 ans que je travaille sur l'intelligence artificielle. Et je pensais savoir ce que c'était. J'ai écrit une dizaine de livres là-dessus. Je vous conseille le dernier. D'ailleurs, il y a une question où toutes les bases de l'intelligence artificielle sont là-dessus. L'IA expliquée aux humains. Et je pensais avoir parlé à des humains. Et puis tout d'un coup, j'ai entendu des définitions d'intelligence artificielle qui me laissent un peu pantois. Et on me dit que l'intelligence n'existe pas. Alors, ce n'est pas l'objet, bien sûr, de cette table ronde, mais très rapidement, quand même, dire si l'intelligence de l'intelligence artificielle est parfaitement définie. Du moins, à mon sens, mais peut-être que je me trompe. Elle a été définie... Alors, le terme, d'abord, était éminemment polysémique. Et vous avez vu, d'ailleurs, dans l'exemple qui nous a été présenté dernièrement, que l'une des grandes difficultés avec les outils actuels d'intelligence artificielle, c'est que, face aux polysémies, ils sont un peu perdus. Vous avez vu, le pilote est devenu un pilote d'avion, piloter l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence, oui, c'est polysémique, c'est-à-dire que c'est à la fois l'esprit. Alors, bien sûr, il n'y a pas d'esprit dans des machines, ça c'est clair. Ça peut être... l'ingéniosité, vous le savez, en tant qu'enseignant, un élève qui est plus ou moins astucieux, on va dire il est intelligent. Mais ça ne veut pas dire, quand vous dites un tel élève est intelligent, que vous déniez l'esprit aux autres élèves. C'est-à-dire que vous n'allez pas dire non, les autres, ils n'ont pas d'esprit, ce sont des machines. Et puis, la dernière chose, et ça c'est important, c'est une notion qui a été introduite à la fin du 19e siècle par un
philosophe qui voulait naturaliser les problématiques de la philosophie, c'est un philosophe positiviste, qui s'appelait Hippolyte Taine. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Il a certainement dû d'ailleurs être dans cet amphithéâtre. Et il a écrit un très gros traité qui s'intitulait « De l'intelligence » en 2 tomes, où ce qu'il essayait de faire, c'est d'énumérer l'ensemble des facultés mentales et de les étudier de façon précise en utilisant les méthodes des sciences physiques. Quelles sont ces facultés mentales? La mémoire, le raisonnement, l'apprentissage, etc. Et qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? C'est au milieu du XXe siècle, à partir de 1955, un certain nombre de jeunes scientifiques se sont dit « on va essayer d'utiliser les machines pour simuler ces fonctions cognitives ». C'est un projet scientifique qui se double d'un projet technologique, puisqu'une fois que ces fonctions cognitives sont simulées, on est capable de les utiliser à l'intérieur de différentes technologies. Donc c'est parfaitement défini, c'est défini du moins à mon sens, mais peut-être que je me trompe, et à ce moment je dois partir, mais c'est un projet qui me semble être clair. Alors aujourd'hui, bien sûr, l'importance que prennent ces technologies dans la vie de tous les jours pose un certain nombre de questions. Et ce sont de ces questions dont nous allons parler ici. Alors, je suis d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure. De temps en temps, il y a des termes qui sont excessifs. Par exemple, le terme hallucination, et c'est tout à fait vrai. Moi, je suis d'une génération où, j'ose pas dire, mais on prenait de temps en temps des psychotropes, on hallucinait, on voyait des éléphants roses. Mais c'était justement une perception différente de la réalité. Les outils d'intelligence artificielle n'ont pas de perception. Et j'ajoute une petite malentendue syntaxique. Peut-être qu'il y a des profs de lettres et de grammaire parmi vous. Donc, des intelligences artificielles, ça voudrait dire des objets incarnés qui possèdent de l'intelligence. Non, c'est pas de ça. Ça n'existe pas. Il y a une seule intelligence artificielle, c'est la discipline scientifique dans laquelle je travaille. Ensuite, vous avez des outils qui sont programmés avec des techniques d'intelligence artificielle. Il ne faut pas confondre. Donc, pour revenir à ce que l'on disait tout à l'heure, bien sûr, il y arrive que ces outils fassent des erreurs. Mais moi, plus que des erreurs, ils affabulent. Et ce sont des conteurs extraordinaires. Et c'est pour ça qu'on se fait piéger. Parce qu'ils vous racontent des histoires, et on aime les histoires. Moi, j'aime les histoires. Je vais vous raconter une petite histoire pour que vous compreniez pourquoi il faut faire attention quand on est enseignant. Un lecteur d'une de mes chroniques me dit, voilà, il a demandé à ChatGPT dans quel sonnet et de quel poète on trouvait le vers suivant. Là, tu pourras reconnaître l'idée de la beauté qu'en ce monde j'adore. Vous savez d'où ça vient? Alors, le système a dit, oh, bah, c'est simple, ça vient du lac de Lamartine. Alors c'est assez drôle parce que le questionnaire avait parlé du sonnet. Or, le lac de Lamartine, ce n'est pas un sonnet. D'ailleurs, je ne sais même pas si Lamartine a écrit des sonnets, parce que c'était plutôt un poète lyrique. Peut-être qu'il en a écrit, mais pas beaucoup. Alors bon, c'est une erreur. Ensuite, il demande à Gemini. Et Gemini lui dit, pas de problème, ça vient de l'olive de Du Bellay. Ce qui était vrai, d'ailleurs. Et à ce moment-là, il lui dit, est-ce que vous pourriez donner le texte? Il dit, ah non, je ne peux pas donner le texte parce qu'il est trop long. Ce qui est drôle, parce qu'un sonnet, c'est tout petit. Il dit, en plus, il y a des droits d'auteur. Du Bellay, ça fait quand même longtemps qu'il est dans le domaine public. Et ensuite, il lui dit, mais votre collègue ChatGPT m'a dit que c'est Lamartine qui l'avait écrit. Il dit, ah oui, il doit avoir raison. Vous savez, il arrive très souvent qu'un auteur emprunte à un autre. Du Bellay, c'est peut-être inspiré de Lamartine ou il a copié Lamartine. Alors là, il dit, mais vous savez que Du Bellay est né bien avant Lamartine. Il dit, ah oui, vous avez tout à fait raison. Lamartine vient du 19e siècle et Du Bellay du 16e siècle, etc., etc. Donc, vous voyez, ce qui est important, c'est l'ensemble des erreurs. Et chaque fois, il est très gentil et puis il est positif, bien sûr. Alors, lorsqu'on est dans l'enseignement, bien sûr, et qu'on utilise l'intelligence artificielle, je crois qu'il faut être extrêmement prudent. Et il faut insister là-dessus. Alors, quels sont les dangers qu'il peut y avoir dans les métiers de l'enseignement? C'est qu'effectivement, on l'utilise trop. Alors, qui peut l'utiliser? D'abord, les enseignants. Alors, pour que vous compreniez, je suis allé en Chine, à la fin du mois d'août, à une conférence sur un sujet très proche de celui qui nous préoccupe ici, l'impact des technologies d'intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur et la recherche. On n'est pas très loin. Et il commence par une histoire de l'intelligence artificielle, qui ressemblait un tout petit peu à celle qu'on nous a racontée tout à l'heure. Alors, bien sûr, c'est une histoire totalement anachronique, avec des absurdités. L'idée, c'est une histoire téléologique. Aujourd'hui, il y a ChatGPT, l'histoire converge vers ChatGPT. C'est une espèce de... Alors,
sûr, c'était faux. En plus, il y avait des erreurs entre la traduction automatique qu'on mettait après des systèmes experts, etc. Je ne rentre pas dans le détail. J'ai demandé à un de mes copains qui était là-bas, on était 2 Français, il me dit « Ouais, mais je suis sûr qu'ils ont utilisé ChatGPT pour l'écrire. » Et je crois que c'est un peu le danger, c'est que des enseignants se mettent tout d'un coup à utiliser ces outils pour rédiger des cours qui seraient totalement faux. Et bien sûr, on comprend très bien pourquoi ils vont faire ça, parce qu'ils vont prendre les éléments qui sont sur le web. Alors ça, c'est le premier danger. Le deuxième danger, dans le domaine de l'éducation, c'est que les élèves, et on les comprend, utilisent ChatGPT pour écrire. Alors, on a tous fait l'expérience. Écrire, c'est difficile. Écrire, c'est une épreuve. Et si on utilise ChatGPT, ça nous soulage. En même temps, si les élèves utilisent ChatGPT, ils n'apprendront plus à écrire. Comment nous, en tant qu'enseignants, nous pouvons faire pour convaincre les élèves qu'ils se pénalisent eux-mêmes parce qu'ils ne pourront plus... Peut-être qu'ils auront une bonne note, mais la note, justement, ça n'est peut-être pas l'essentiel. Et peut-être que... Surtout si on utilise nous-mêmes ChatGPT pour écrire ou quelques outils de ce type-là. Et j'en reviens à ma question, parce que j'oublie pas mes questions, et qui est une question éthique, c'est qui parle? Est-ce que ça, à votre sens, c'est une question éthique? Est-ce que parce qu'après tout, ce qu'on veut quand on est élève, par exemple, c'est avoir une bonne note. Et ce qu'on veut quand on est cadre, c'est envoyer un mail à carré, enfin des trucs dans le format. Donc, est-ce que ça compte? Est-ce que c'est une question éthique de savoir qui parle? Ou est-ce que produire quelque chose de bien fait dans le cadre qui nous a été donné et qui permet d'avoir une bonne note, même pour un élève qui l'aura relu, qui l'aura amendé, c'est quand même déjà un travail. Est-ce qu'on est dans une question éthique de l'enseignement? C'est la question essentielle. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe d'ailleurs quand on utilise ChatGPT? Qui est-ce qui parle derrière ChatGPT? Et ce qui parle, ce sont des textes qui ont été réunis, qui correspondent à un énorme corpus. C'est que les modèles de langage sont entraînés sur des centaines de milliers d'ouvrages, c'est-à-dire à peu près le 10e de la Bibliothèque nationale de France. Et donc, ce qui parle, c'est la littérature, c'est un peu tout ce qui a été produit. Et de ce point de vue-là, les mots qui sont employés sont des mots de tout le monde. Donc, ce n'est pas un problème. Ce qui est un problème, et les questions d'intégrité scientifique, c'est de s'approprier une parole qui n'est pas la sienne. Et c'est bien là qu'est le danger. Mais donc, qui parle, oui, bien sûr, c'est un des problèmes éthiques, mais il y a beaucoup d'autres problèmes éthiques qui sont derrière. C'est-à-dire, nous, en tant qu'enseignants, nous devons faire en sorte que nos élèves acquièrent une maîtrise de l'écrit. Pourquoi? Parce que l'écrit, c'est aussi ce qui va permettre de penser. Et donc, si on n'apprend plus à écrire, je crois qu'on aura du mal à apprendre à penser. Et c'est ça qui me semble vraiment problématique avec ces outils. Alors, en même temps, bien sûr, il y a plein d'autres utilisations assez drôles. Je vous ai présenté l'histoire de Du Bellay. Moi, je trouve que c'est formidable. Moi, j'adore rigoler. Ça vous a tous fait rigoler. Et il y a plein d'autres utilisations amusantes. Et profitons, bien sûr, de ce qui est amusant. Il y a aussi des applications dans le domaine artistique. Il y a des choses formidables qui se font. Alors, c'est pas, bien sûr, ce qu'on fait en 2 coups de cuillère à peau en utilisant Dali, mais ce sont des artistes qui utilisent ces outils. Par exemple, Stromae a utilisé des outils de génération de musique pour faire une chanson avec le timbre d'une chanteuse canadienne. Ça donne des choses extraordinaires. De même, il y a des peintres qui utilisent ça pour faire des œuvres de création. Donc tout ça est très positif, mais c'est à ce moment-là un travail. C'est-à-dire que c'est un outil, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est à disposition des personnes. Donc, qu'on utilise ça dans l'éducation nationale parce qu'on a de nouveaux outils, il faut former nos élèves à ces nouveaux outils, oui, mais en même temps, il faut arriver à former aussi les élèves avec les méthodes classiques comme l'écriture. Pour moi, c'est fondamental. Au fond, ça fait longtemps que même sans outils numériques, on peut tout à fait écrire des chansons qui ressemblent à des chansons qui ont déjà été écrites, écrire des poèmes qui ont l'air d'avoir déjà été écrits. Idem pour plein de sujets. On est des bons imitateurs, nous les êtres humains, de toute façon. Mais l'éthique, c'est aussi de faire comprendre aux élèves que c'est eux qui doivent écrire, que c'est eux qui doivent produire et qu'en plus... On leur demande ça, mais on va les évaluer en jugeant la qualité de ces écrits. Donc, on va juger aussi leurs défauts alors qu'ils pourraient utiliser un outil pour s'aider. Ça pose quand même, à mon sens, de grandes questions sur comment l'intelligence artificielle va modifier les exercices qu'on va proposer aux élèves. Alors, pour écrire, par exemple, parce que ça continue à être important. De savoir écrire, la graphie, même, c'est important pour le développement du cerveau et de l'intelligence. Alors, je voudrais qu'on passe à, si vous voulez bien prendre le micro,
Colonel Herminet. Mais comment on dit quand on n'est pas d'armée? On dit colonel? Le colonel, c'est très bien. Pas mon colonel, parce que je suis pas dans l'armée. Sur ces usages et ces réflexions qui ont été produites depuis assez longtemps, aussi dans l'armée, sur la place, parce que j'y tiens beaucoup, sur la place de l'humain, parce qu'on est aidé, par exemple, vous allez nous donner des exemples, dans certaines actions, même dans les guerres, on s'aide de l'intelligence artificielle. Donc, comment on définit la place de l'homme? Où est l'éthique là-dedans? Alors, merci beaucoup. D'abord, je suis très honoré d'avoir à parler dans cet amphithéâtre, qui est certainement un des plus prestigieux de France. Au milieu des célébrités dont on voit les statues, je voudrais commencer par ma réflexion en faisant un rappel à un propos de Moltke, repris par Foch dans ses cours sur les principes de la guerre, qui est de dire l'importance pour le chef militaire de l'emploi du calcul rationnel, de l'analyse des hypothèses pour prendre une décision. C'était un peu avant l'invention des calculatrices. Néanmoins, pour le domaine militaire, en fait, cet aspect d'exploitation du calcul, ce qui était un petit peu la définition de l'IA donnée par Jean-Gabriel Ganassia, c'est pas nouveau et c'est extrêmement important. Et aujourd'hui, dans un monde dont on revoit que certains pays sont capables d'employer la force armée directement pour contraindre leurs adversaires ou pour contraindre leurs voisins à céder différentes choses, en fait, on retrouve pleinement la place de la guerre avec son double aspect de dialectique des volontés et d'affrontement matériel. Ce qui veut dire que dans l'ensemble de ces considérations, en fait, l'intelligence artificielle ou l'exploitation du calcul, en fait, la capacité à bien décider, ça reste quelque chose d'essentiel. Et donc, d'un point de vue en fait, éthique, il est indispensable pour les armées de pouvoir se tourner et exploiter ces capacités de l'intelligence artificielle. Donc, mon propos sera peut-être un peu plus d'un point de vue pratique. En fait, on cherche bien à satisfaire le besoin opérationnel, à générer de la force militaire. Et aujourd'hui, on le voit comme étant quelque chose de nécessaire, à la fois pour faciliter l'aide à la décision sous pas mal de formes. Donc ça veut dire être capable d'analyser l'emploi de la force et éventuellement de proposer des solutions qui soient meilleures qu'une autre, et également sur d'autres aspects comme tout ce qui est logistique. Un deuxième domaine, c'est celui de l'assistance à la perception pour le combattant, pour utiliser toutes les parties de la numérisation et puis améliorer la capacité à percevoir et à avoir en fait le déclic, le quart de seconde d'avance qui est nécessaire pour pouvoir riposter ou traiter un ennemi avant d'être soi-même la cible. Pour tout ce qui relève de la coopération entre l'homme et la machine, bon, et également aussi pour tout ce qui relève de notre préparation opérationnelle et du fonctionnement courant. Pour faire ça, en fait, dès qu'il s'agit d'aide à la décision, on a un besoin fort qui rejoint la question de l'explicabilité, mais qui va au-delà, qui est celui de la validation opérationnelle. Ça veut dire que si on emploie des algorithmes pour aider à l'action, il faut savoir exactement les employer dans le bon domaine de validité. On avait l'aspect du pilotage tout à l'heure. En fait, un avion, on connaît bien son domaine de validité. Un algorithme qui est assez théorique, en fait, on connaît souvent mal son domaine de validité et d'un point de vue éthique, il est en fait, dans le domaine militaire impératif de bien former, de bien maîtriser ces domaines de validité et d'avoir une IA en confiance. Et que les combattants, les soldats maîtrisent correctement ces domaines d'emploi. Pour basculer sur l'aspect éducation, qui vous intéresse peut-être davantage, en fait, quand on réfléchit sur cet aspect éthique de validité, ça veut dire aussi ce que doivent maîtriser les jeunes Français qui arrivent et qui s'engagent dans les armées en termes de fond de sac et l'importance en fait, du rôle
de la formation de l'éducation nationale pour avoir des jeunes qui soient capables de maîtriser les bases mathématiques, conceptuelles, avoir une culture, des humanités mathématiques qui font qu'ils savent employer ce genre de techniques et également qu'ils ont le sens critique pour évaluer ou non la pertinence et la qualité des résultats proposés. Et bien comprendre leur emploi, sachant qu'il a été évoqué beaucoup les questions de hasard. Une des difficultés conceptuelles pour l'aide à la décision dans le domaine militaire, c'est qu'intrinsèquement, à un moment, la meilleure décision est une décision qui peut être aléatoire. Voilà. Et c'est très difficile, d'un point de vue éthique, de confier la décision qu'on peut prendre à une machine qui va produire une décision aléatoire. Voilà. C'est un problème ouvert. Merci. Mais c'est intéressant en fait de parler de la guerre. Je trouve qu'en cette période, voilà, on a une attention quand même sur ce qui se passe dans le monde. Plusieurs points sur lesquels on peut prolonger la réflexion. Un petit point, c'est l'assistance à la perception. Mais c'est vrai, même pour nous, j'allais dire nous, les enseignants, bon, j'enseigne quand même un tout petit peu, mais de mieux voir en fait ce qui se passe, de mieux comprendre ce qui est produit par les gens qu'on encadre ou par les élèves, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant aussi d'analyser les productions, mais ça peut aussi tourner, et là je fais un lien, à la surveillance. Et ça, c'est une vraie question éthique. On n'a pas eu le temps vraiment dans la première partie de parler des données, mais c'est au cœur, évidemment, des réflexions quand on parle non seulement d'intelligence artificielle, mais de numérique. C'est-à-dire on va avoir des données qui vont être produites par des êtres humains, qu'on va pouvoir garder en mémoire, qu'on va pouvoir, d'une certaine manière, surveiller si on est dans une société pas super démocratique, mais en tout cas, voilà, compiler, calculer, et tout ça, ça produit des informations particulières, mais aussi, en général, dont on peut discuter quand même de l'usage Jean-Gabriel Ganassia. Oui, on aborde là vraiment le cœur de cette table ronde sur l'éthique dans l'enseignement. Alors, quand on parle d'éthique de l'intelligence artificielle, d'abord, je crois qu'il faut balayer d'un revers de main assez rapidement, je n'ai pas le temps de le démontrer ici, toutes les fables qu'on nous raconte sur la conscience des machines, sur le fait qu'elles vont prendre le pouvoir, sur ce qu'on appelle la singularité technologique, sur l'intelligence artificielle générale. Entre parenthèses, entre nous, l'intelligence n'est pas générale. Nous le savons depuis très longtemps. Le QI n'est qu'une très mauvaise approximation. Il n'y a pas de chiffres. Chacun a une intelligence différente. C'est ce qui fait d'ailleurs la richesse de nos métiers. Donc tout ça, ce sont des fables. La réalité, effectivement, c'est que l'utilisation de l'intelligence artificielle pose un certain nombre de problèmes. Alors, dans l'éducation, vous avez le premier problème, certainement, c'est la question de la surveillance. C'est-à-dire, vous savez qu'en Chine, par exemple, il y a une expérimentation et on a mis dans les classes des bandeaux sur la tête des élèves avec un EEG qui était capable d'évaluer la concentration des élèves avec un petit voyant vert ou rouge, ce qui serait bien pratique pour les enseignants, bien sûr. Mais ou même maintenant. Donc vous voyez, c'est une extrémité, bien sûr, mais je crois à laquelle il ne faudrait pas arriver. Puis la deuxième question, c'est celle des données. Effectivement, les données des élèves, alors ces données sont extrêmement utiles. Je crois que si on veut essayer de comprendre ce qui fait que certains élèves réussissent et que d'autres échouent, il faudrait être capable d'exploiter toutes les données que nous avons à notre disposition. Ça s'appelle le Learning Analytics, ça fait appel à de l'intelligence artificielle, pas au modèle de langage dont on a parlé aujourd'hui, à d'autres techniques d'intelligence artificielle, ça peut rendre de très grands services et je crois qu'il faut s'en servir. Mais bien sûr, le risque avec toutes ces données scolaires stockées, c'est qu'on attache à l'individu l'ensemble des données de sa vie scolaire et qu'il ne puisse pas s'en dégager. Et à ce moment-là, je voudrais revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure sur la question de la triche. Parce que, avec entre autres Parcoursup, on incite tout de même les élèves à avoir d'excellentes notes parce qu'elles seront essentielles pour le futur. Et ça, je crois que c'est assez dramatique parce que ça veut dire que la note devient une rétribution, un gage pour le futur. Or, maintenant, il faudrait faire l'inverse. Il faudrait récompenser les mauvaises notes parce que ça veut dire que les élèves ont fait un effort par eux-mêmes et qu'ils n'ont pas utilisé les outils. Mais à ce moment, pour faire ça, il faut que Parcoursup, ou plus exactement l'entrée dans l'enseignement supérieur, ne se fonde pas sur les notes obtenues tout au cours de la scolarité, mais qu'il
y ait un examen. Donc je prône ici, mais je sais que ce sera très impopulaire, le rétablissement, vous allez me dire, il existe toujours, le rétablissement du bac. Pas forcément si impopulaire que ça, mais en tout cas, c'est une question éthique sur la note. Je pense qu'en tout cas, c'est une question éthique sur la note. Je pense que l'échec, en tant qu'enseignant, hein, on s'inquiète du fait que les élèves trichent, mais en fait, c'est notre propre échec. C'est-à-dire qu'on a fait en sorte que la motivation des élèves et des étudiants, c'est juste le diplôme ou la note. Et je crois qu'il faudrait arriver à les convaincre que c'est autre chose. Si cela pouvait nous aider, si ces difficultés que nous rencontrons pouvaient nous aider à changer nos conceptions et les conceptions de nos élèves, je pense que ce serait extrêmement utile. Et puis il y a un troisième point qui me semble extrêmement important, dont on n'a pas encore parlé ici, mais qui me semble essentiel, c'est ce qu'on appelle les infox, hein, c'est-à-dire les fausses informations, hein, ce que Donald Trump appelait les fake news. Je crois que là, il me semble que l'école a un rôle central à jouer, car n'importe qui aujourd'hui est capable de sa cuisine avec un ordinateur, de fabriquer des fausses informations, de fabriquer des fausses images et de les diffuser au monde entier. Et je crois qu'il faut éduquer très tôt les élèves à, d'une part, le décryptage de ces informations qui sont fausses, les éduquer du point de vue éthique, hein, et ça c'est vraiment de l'éthique, à refuser de diffuser de l'information fausse, hein, et bien sûr, essayer de tout mettre en œuvre pour les équiper, hein, pour les former à cela. Et donc ça, je crois que c'est un problème vraiment central dans le futur, car vous savez, avec l'intelligence artificielle générative, l'une des difficultés, c'est qu'on fabrique non seulement des textes, mais on est capable de fabriquer des images qui sont comme des photos, c'est-à-dire qui laissent entendre qu'il y avait une réalité qui existait. Et puis, dernier point, il me semble qu'avec le numérique, le risque, c'est qu'on force, alors nous, c'est nous, hein, en tant qu'enseignants, hein, et que les institutions scolaires disent aux élèves, il faut que vous soyez connectés en permanence. Ouais. Hein. Alors, j'ai co-signé une tribune dans Le Monde qui est apparue il y a 3 jours, et moi, je vous invite à la signer aussi, si je puis me permettre. Hein, c'est une tribune qui demande, vous y autorise. Voilà, le droit des élèves à la déconnexion. C'est-à-dire qu'il faut que, lorsqu'ils sont chez eux, ils ne soient pas obligés de consulter le numérique. Et bien sûr, il faudrait les inciter à lire des livres classiques. Hein, c'est pas mauvais, même si les nouvelles technologies sont utiles. Mais là encore, mais je suis désolé, hein, c'est peut-être parce que je suis vieux, mais enfin, à la fois, ouais, je suis un peu écartelé entre ma formation classique et puis la technicité que je représente, hein, et qui effectivement est celle que j'ai développée. Mais il faut bien comprendre que l'intelligence artificielle, au début, c'est un projet humaniste, un projet de meilleure compréhension des différentes facultés humaines et ensuite l'utilisation de ces facultés humaines. J'ai beaucoup travaillé, entre autres avec mes collègues littéraires de la Sorbonne, sur ce qu'on appelle les humanités numériques, hein, c'est-à-dire la mutation des disciplines d'érudition traditionnelles avec des outils d'intelligence artificielle et d'informatique. C'est vraiment passionnant. Hein. En ce sens-là, on vit une forme de nouvelle renaissance, oui, parce qu'on est capable de relire les œuvres humaines d'une façon différente. Ça, je crois que c'est vraiment extraordinaire, qu'il faut encourager ce genre de choses. C'est dans ce sens-là qu'il faut aller, et pas au contraire dans le sens d'un asservissement aux machines et aux outils. Très intéressant cette question de l'asservissement, et je pense que ça touche les cadres aussi, parce que d'avoir des comptes à rendre, des comptes numériques à rendre en permanence, c'est quand même une difficulté professionnelle, c'est aussi une difficulté pour les élèves. On pourrait avoir un droit à la déconnexion, en tout cas pour ce qui concerne par exemple Pronote. Et pour ce qui concerne les outils d'apprentissage, parce qu'après tout, les univers numériques qui constituent bien un grand nombre des lieux de distraction des ados d'aujourd'hui, ça va peut-être être plus dur de les quitter. Mais sur la place de l'humain, toujours, je reviens vers vous, Jean-Gabriel Herbinet. Est-ce que, finalement, une des questions éthiques que posent les outils d'intelligence artificielle et plus globalement le numérique, c'est la capacité qu'on doit pouvoir garder à s'en passer? Alors, certainement, je vais revenir d'abord sur l'asservissement de l'homme à la machine. Je pense qu'effectivement, un des enjeux, y compris très fortement dans le domaine militaire, il est là. Il est dans cette capacité de l'homme à interagir avec la machine et de l'homme à employer la machine. Aujourd'hui, on parle beaucoup de drones.
Les drones, la plupart du temps, ils sont encore aujourd'hui téléopérés avec justement des gens en face qui brouillent. Donc le besoin d'être capable de fonctionner de manière déconnectée. Et en fait, dans la téléopération, qui est le mode le plus répandu, aujourd'hui, on est sur un mode dans lequel en fait, l'homme, par certains aspects, est asservi à la machine. Et si on veut arriver à certaines formes d'autonomie, effectivement, on doit être capable d'avoir des algorithmes qui donnent une forme d'autonomie et donc d'avoir une interaction de l'homme avec la machine qui passe autrement que par la téléopération et qui passe par la capacité de l'homme à formuler un effet productible ou que la machine est capable d'interpréter en instruction élémentaire. Alors, on va prendre un exemple qui pourrait être domestique, le robot domestique. Et on peut se dire, on a un robot domestique, et puis par la pensée, il va deviner ce dont j'ai besoin, et puis il va aller me le chercher tout seul. Ça, c'est un peu la pensée magique. Après ça, il y a la téléopération, donc on va prendre la télécommande, on va l'emmener, on va l'envoyer dans la cuisine faire couler un café. Il faut qu'il appuie sur tous les boutons de la machine. Ou après ça, il y a l'interaction homme-machine dans laquelle on peut lui dire robot va me faire un café. Mais ça a quand même beaucoup d'impact en termes de linguistique, parce que ça veut dire qu'il comprend ce qu'est la mission faire un café, qui comprend le terme aller, etc. Et dans le domaine militaire, on a réellement cet aspect-là, qu'on arrive à traiter, parce qu'aujourd'hui en France et dans la plupart des pays occidentaux, on est sur le principe du commandement par mission, donc on commande, on donne des ordres, on ne fixe pas des tâches, mais on donne des missions, donc reconnaître, attaquer, défendre, etc. Donc ça, on arrive assez facilement à le transférer de manière non ambiguë vers des machines, mais on a un vrai besoin là-dedans d'être capable d'utiliser les algorithmes dans cette relation entre l'homme et la machine, et la capacité aussi de la machine de renvoyer vers l'homme des informations pertinentes, sous forme de demande ou sous forme simplement de « ah ben, il n'y a plus de café. Le pot est vide, il n'y a plus de café, qu'est-ce que je fais ?» C'est une question intéressante quand on a un robot à qui on donne ce type de mission. Voilà. Donc c'est un peu en fait, le point important, ça va être de réussir à gérer proprement et correctement l'interaction, ces questions d'interaction d'hommes et de machines. Mais quand il s'agit par exemple d'effectuer un tir et de choisir les cibles, c'est toujours un humain qui décide, ou est-ce que dans des process, je suis désolée, mais c'est une question éthique, donc forcément, et finalement les humains aussi font des erreurs, ça on le sait, et ça c'est ce qui arrive dans la guerre, aussi des erreurs, il y a des choses horribles qui ne sont pas des erreurs, qui sont faites sciemment. Bref, est-ce qu'une erreur de la machine est jugée comme plus grave, ou de machine est jugée comme plus grave que l'erreur commise par un humain, ou est-ce qu'on ne jugera jamais que la machine a pu commettre une erreur seule? Alors, la machine peut commettre des erreurs vraisemblablement. Quand on parle de tir et d'allocation de tir, aujourd'hui, on a déjà depuis un certain temps des méthodes de calcul pour allouer les feux, pour répartir les cibles en fonction des pièces ou de ceux qui envoient de la ferraille en l'air. C'est pas nouveau. Une des raisons du succès de l'armée française pendant la Première Guerre mondiale, c'est que son artillerie était particulièrement efficace et que les officiers de son artillerie étaient quasiment tous des polytechniciens. Voilà. On a mis des gens qui savaient calculer pour employer les feux. Donc, dans ce domaine-là, avant l'intelligence artificielle, il y avait ce qui s'appelait la recherche opérationnelle. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Américains et les Britanniques, dans leurs différents problèmes, c'était où il faut aller larguer les bombes pour avoir le moins de sous-marins possible dans l'océan Atlantique. Est-ce qu'il faut aller employer les avions pour aller bombarder les bases, les chantiers navals, les dépôts de pétrole, ou surveiller simplement, chasser le sous-marin dans l'Atlantique? Donc en fait, cette question de l'optimisation dans l'emploi des feux
et dans l'emploi de la force brute, elle n'est pas nouvelle et elle continuera à se faire avec tous les moyens de calcul qu'on a pour optimiser. Merci. On a fait un pas de côté, mais je pense que c'était intéressant. Est-ce que je pourrais quand même commenter sur deux petits points là-dessus? Moi, j'ai encore une énorme question. Allez-y, parce que... Mais deux choses. D'abord, sur la notion d'autonomie. C'est une question qui fait couler beaucoup d'encre et on se trompe beaucoup. Par exemple, on parle des voitures autonomes qui sont en réalité des voitures automatiques. Mais le mot était déjà pris, parce que c'est les voitures à levier de vitesse automatique. Mais vous voyez, moi, souvent, mes étudiants, je leur dis, mais si vous avez une voiture vraiment autonome, vous lui dites, je voudrais aller à la piscine, elle vous dit, non. J'ai vu que vous aviez des problèmes dedans et je vous ai pris un rendez-vous chez le dentiste. Et ce qui est très désagréable. Et alors, moi, j'ai fait mon service militaire il y a longtemps, je ne me souviens pas très bien, mais il y a une chose dont je me souviens quand même, c'est que les militaires, et le colonel va certainement nous le confirmer, ils aiment qu'on leur obéisse. Et justement, ils veulent des armes qui soient fiables. Et alors, si une arme est autonome au sens où ma voiture m'a dit « non, je ne vais pas à la piscine », et que l'arme, le militaire lui dit « on veut aller telle cible ou tel type de cible », et que tout d'un coup, elle dit « non, moi je trouve que c'est tel autre type de cible », ça n'irait pas du tout. Donc ça, c'est le premier point, des confusions sur cette notion d'arme autonome, et en particulier d'arme létale autonome. Et puis, le deuxième point que vous avez mentionné, c'est sur les techniques historiquement, avant l'intelligence artificielle, avec en particulier la balistique, la recherche opérationnelle, c'est-à-dire des techniques qui étaient fondées sur les mathématiques. L'intelligence artificielle, au début, est fondée aussi sur les mathématiques, sur la logique. Aujourd'hui, nous avons toujours des mathématiques, mais il faut bien comprendre que ce sont des systèmes qui font ce qu'on appelle de l'induction. C'est-à-dire qu'on part d'exemples et on essaye d'aller à des lois générales. Or, cette induction, elle est approximative, parce qu'on n'a jamais de loi générale certaine. Donc vous avez toujours des possibilités d'erreur. Je crois qu'il faut vraiment avoir ça en tête, mais c'est lié à certaines techniques d'intelligence artificielle qui sont les plus communément utilisées aujourd'hui, mais c'est de ça dont on parle. Excusez-moi. Donc on est encore maître de son libre arbitre pour répondre à la question de Jean-François Aubin ou Aubin. On devrait être maître de son libre arbitre. Le danger... ce n'est pas que la machine nous dépossède de notre autonomie. C'est plutôt que la société, les institutions sociales, obligent les hommes à utiliser une certaine machine. Le danger, il n'est pas dans la machine, il est dans les institutions sociales. Et c'est de ça, je crois, dont il faut se méfier. C'est pour ça qu'on a besoin nous-mêmes de prendre conscience de la réalité et qu'il faut éduquer nos élèves en leur expliquant qu'ils sont toujours autonomes. Moi, j'ai une autre question éthique, et je pense qu'elle est importante quand on parle d'éducation, c'est finalement, quelle est l'éthique des êtres humains quand il s'agit de prendre des décisions éducatives? On voit que sur l'orientation, il y a beaucoup d'injustice. Elle est perçue, mais elle est aussi documentée. On sait que, par exemple, les filles et les garçons ne vont pas être orientés pareil. Les enfants des familles populaires ne vont pas être orientés pareil, que parfois des gens perçus comme racisés ne vont pas être orientés pareil. Ce n'est pas mon avis, ce sont des statistiques. Et donc peut-être que des outils de décision plus froids, qui regarderaient davantage les résultats, des choses qu'on peut mesurer et moins les personnes, pourraient avoir un comportement plus éthique. Je sais pas quelque chose que je pense forcément, c'est une question que je vous pose. Est-ce que parfois, enlever de l'humain permettrait de réintroduire un peu plus d'éthique? Alors, excellente question. Est-ce qu'avec les machines, on va avoir une décision plus objective, plus fondée en droit et en légitimité? Et malheureusement, ce que je viens de vous expliquer tout de suite clarifie les choses. Aujourd'hui, les outils d'intelligence artificielle qui permettent d'orienter sont essentiellement fondés sur de l'induction. On part de cas particuliers et on essaye d'utiliser la règle qu'on a observée sur les cas généraux. Et bien, ça veut dire que c'est tout à fait l'inverse qui se produit, parce que comme on a vu qu'il y a plus de filles qui étaient orientées vers des cycles courts, ou que les gens de milieu modeste sont moins bien orientés, et ben, on va essayer de reconduire ces injustices anciennes. Alors vous allez me dire, ah oui, mais on ne va pas introduire ces facteurs-là, mais il peut y avoir des cofacteurs qui font qu'on peut avoir des décisions biaisées. Je vais vous donner un exemple. Il y a un certain nombre d'années, aux États-Unis, on a utilisé des outils d'intelligence artificielle pour établir la prime d'assurance automobile. Ah, on est tous contents, on ne va pas payer pour les chauffards. Vous êtes d'accord? Alors, ils ont fait ça, et puis une Américaine a regardé à l'intérieur du système et elle s'est rendue compte que le principal indicateur qui permettait de calculer la prime, c'était le code postal. Alors pourquoi c'est très intéressant? Parce qu'aux États-Unis, vous savez très bien que le code postal est lié en grande partie à l'origine ethnique. Et donc, alors bien sûr,
on n'introduisait pas le fait que c'était des noirs, on n'introduisait pas ça, mais qu'est-ce qu'on faisait? C'est tout simplement qu'avec les outils d'intelligence artificielle, on a vu qu'il y avait une corrélation statistique entre les personnes qui habitaient à un certain endroit et le nombre d'accidents, et donc on pénalisait tout le monde. Or, moi, j'ai beau habiter un mauvais quartier, il se peut que je conduise très très bien dans ma vie. Donc vous voyez, le danger de l'intelligence artificielle, si on n'y prend pas garde, c'est au contraire de reconduire toute forme d'injustice, de discrimination qui sont invisibles. Alors, moi, je dirais prendre des décisions plus éthiques avec l'intelligence artificielle, je ne sais pas, et je ne suis vraiment pas sûr. Par contre, certainement des décisions plus rationnelles. Après, c'est la capacité à dire exactement la mesure de ce qu'on veut être efficace. Parce qu'en fait, quelle est la performance et quelles sont les ressources? Et quelles sont mes contraintes? L'intelligence artificielle ou le calcul, ça permet de traiter ça. Après ça, savoir si c'est plus éthique, c'est pas sûr. Est-ce que c'est plus rationnel? Peut-être, sûrement. Est-ce que c'est plus raisonnable? Peut-être pas toujours. Je voudrais revenir quand même sur la notion de rationalité. Je ne suis pas certain que ce soit plus rationnel. Qu'est-ce que la rationalité? Nous sommes dans un amphithéâtre, bien sûr, où cette question mérite d'être posée. Je pense que c'est plus systématique, c'est-à-dire qu'avec les mêmes entrées, on a à peu près les mêmes sorties, encore que ce soit statistique, mais ça n'est certainement pas plus rationnel. La rationalité, c'est le fait d'avoir des enchaînements de raisons où justement, on perd les raisons. Et c'est bien pour ça qu'on court après la notion d'explication, sauf qu'on ne sait pas très bien ce que c'est qu'une explication. Oui, mais justement, alors j'ai des questions et j'en ai une sur l'explicabilité. Comment prendre une décision si c'est sur la base d'un corpus qu'on maîtrise mal, si on n'est pas capable d'en maîtriser l'explicabilité, si cette explicabilité est captive d'entreprises privées et à but lucratif. Qu'est-ce que c'est que l'explicabilité? Vous savez ce que c'est? Quand vous expliquez à un élève, c'est pas évident. Alors, dans le cadre de l'intelligence artificielle, dans ce qui était l'intelligence artificielle traditionnelle, on essayait de décrire l'ensemble des pas d'inférence qui permettaient de partir des prémices pour arriver à la conclusion. Mais avec les machines actuelles, c'est tellement compliqué que personne ne sait ce qui se produit à l'intérieur. Et donc, les travaux qui sont conduits aujourd'hui essayent de retrouver sur chaque exemple particulier quels sont les éléments qui ont contribué à la décision finale. On essaye de faire ça, on n'y arrive pas tout le temps, et c'est vrai que c'est indispensable parce que si nous n'avons pas cette capacité d'explication, c'est-à-dire savoir qu'est-ce qui fait qu'on a pris telle décision plutôt que telle autre, et bien à ce moment, nous serions face aux outils de décision, enfin, qui donnent des conclusions, un peu comme face à des oracles, c'est-à-dire que nous serions obligés de l'accepter ou de le refuser. Or, ce qui importe, c'est l'homme au centre. Et j'insiste là-dessus. Bon, il se trouve que je suis dans différents comités d'éthique. L'un des comités d'éthique, c'est celui de France Travail, et on s'est donné une charte au début. Cette charte, elle est très brève, elle a 6 ou 7 points, pas plus, et le premier point, c'est la centralité de l'humain. C'est-à-dire le fait que quand il y a une action qui est prise, il faut toujours qu'il y ait une personne qui soit au centre et qui soit responsable, qui s'engage pour cette décision. De même, en médecine, l'Ordre des médecins a parlé de la garantie humaine, c'est ce point-là. Et ça, je crois que si on avait une conclusion à cette table ronde sur l'éthique, il faut arriver à faire en sorte que ce soit toujours l'humain. Et donc pour ça, bien sûr, il faut qu'il puisse assumer cette responsabilité. Donc il faut que la machine lui donne des éléments pour le faire. Parce que s'il doit dire simplement « Oh, ben c'est la machine parce qu'elle a un score de 76% au lieu de 75%, et ben là, c'est un échec complet. Et ça, ce sera vraiment la façon dont il faudra éduquer nos élèves dans le futur. Quand on est obligé de dire que l'humain est au centre, c'est qu'en général, on a un petit problème avec la place de l'humain, justement, parce que c'est que ça ne marche pas très bien. En tout cas, pour France Travail, je crois qu'il y a beaucoup de témoignages dans ce sens. J'ai une dernière question et je vous laisse le mot de la fin, colonel. Quid de la question de la sagesse dans l'usage des technologies de pointe et dans les contextes de guerre? Est-ce que la sagesse, ça reste une dimension humaine? C'est une question.